et baisse de la pression de l'eau dans les robinets. Les plaintes des Burkinabés ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. La nationale de l'eau reconnaît le calvaire des populations et promet travailler à soulager les abonnés de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. 15 ans de détachement d'agents du ministère en charge de l'environnement au profit du corps paramilitaire des eaux et forêts. C'est une mise à disposition qui met à rude épreuve la carrière des civils. En plus, ils ne bénéficient pas des avantages socio-professionnels des eaux et forêts. Criant à l'injustice, ces agents concernés ont observé un arrêt de travail ce 21 avril pour protester contre cette situation. Dans ce journal également, à chaque épisode de pénurie de carburant, il y a ceux qui souffrent le calvaire pour s'approvisionner. Il y a ceux qui se frottent les mains profitant de l'occasion pour spéculer sur les prix. Cette fois, le gouvernement est clair. Les auteurs d'actes tendant à profiter de la galère des Burkinabés ne resteront pas impunis. Annonce faite hier à l'issue du Conseil des ministres qui rassure aussi sur la capacité de la Sonabi à desservir le pays en carburant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. La colère des gestionnaires de l'environnement pour ouvrir ce journal, des travailleurs qui dénoncent la confiscation de leurs attributions et la prise en otage de leur carrière depuis qu'ils sont déportés dans l'administration paramilitaire des eaux et forêts. Ce matin, ils ont tenu un sit-in devant leur ministère tutelle pour interpeller de nouveau le premier responsable, car, disent-ils, cela fait maintenant 15 ans que le corps civil est mis sous tutelle du corps paramilitaire, sans pour autant jouir des mêmes avantages sociaux, professionnels que les eaux et forêts. Qualifiant cela d'injustice, ils demandent donc au ministère en charge de l'environnement de mettre en place une entité déconcentrée dans laquelle corps civils et paramilitaires pourront exercer sans exigence des eaux et forêts. Benjamin Kwame, explication. Ces hommes et femmes, pancartes en main, sont chargés de gérer toutes les questions liées à la qualité de l'environnement, comme la pollution ou les changements climatiques. On les appelle les environnementalistes. Ils ne sont pas contents de leur direction générale. Ce mécontentement s'explique par le fait que les environnementalistes sont sous tutelle des corps paramilitaires depuis 15 ans en parlant des eaux et forêts, ces derniers qui sont censés les former, les noter, les affecter, alors que les deux corps sont régis par deux lois différentes, ce qui sous-tend qu'ils n'obéissent pas au même organigramme, des irrégularités qui sont révélées ici. Depuis 2006, l'organisation du ministère présente vraiment des irrégularités. Et c'est tout cela que nous sommes venus pour condamner et inviter les autorités à prendre pleinement les responsabilités. Au finish, ce qui est recherché par les paramilitaires, c'est de supprimer ce corps pour disposer pleinement de ses attributions. Si cela arrive, ça veut dire que les Burkinabés demain, s'ils veulent devenir des environnementalistes, il faut qu'ils deviennent d'abord des paramilitaires. Et si c'est ainsi, ça va créer une exclusion de plusieurs générations de jeunes et de femmes burkinabés. Les environnementalistes estiment qu'ils ne parviennent pas à travailler comme il se doit quand ils sont avec les paramilitaires. Toutes les injonctions viennent des eaux et forêts. Et eux font savoir qu'ils sont exclus de toutes les sphères de décision et ils ne sont pas représentés au cabinet et au secrétariat de leur ministère. Pareil pour les directions générales et départementales, et ça n'est trop. Vous voyez, au ministère des Finances, nous avons la douane et nous avons l'administration des impôts. Voilà, c'est comme si on supprimait l'administration des impôts, on reversait les attributions de l'administration des impôts au niveau de la douane et on envoyait les agents des impôts pour aller être des subordonnés des agents de la douane. Voilà. Pour dire que si un Burkinabé veut être dans le cadre de l'administration des impôts, il faut que ce soit d'abord paramilitaire. Je crois que ça pêche. Paul Lengané et ses camarades disent ne pas être d'accord avec ce qu'ils qualifient d'exclusion. Pour eux, ceux qui sont chargés de la protection et de la sauvegarde des ressources forestières, fauniques et halieutiques de Burkina Faso se sont donné trop de liberté dans leur agissement. Alors, ils demandent qu'une entité soit mise en place dans les services déconcentrés, par exemple, où tous les corps pourront être représentés, mais sans être sous l'ordre des paramilitaires, ou à défaut, ils doivent bénéficier des mêmes avantages. Nous, la revendication, c'est qu'on trouve une entité administrative au niveau déconcentré où on peut trouver tous les profils. Mais ce n'est pas assujetti à des exigences paramilitaires.
les exigeants paramilitaires traités comme les autres corps paramilitaires. Avoir par exemple des structures déconcentrées jusqu'à la direction générale des eaux et forêts qui s'occupe du commandement paramilitaire au niveau national. Les environnementalistes annoncent aussi que leurs préoccupations ont été soumises aux premiers responsables de leur ministère. Le ministère qui annonce un cadre d'échange pour mieux approfondir leurs requêtes soutiennent les gestionnaires de l'environnement. Dans l'actualité de ce jeudi, il y a également cette sortie de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. L'ONEA qui sort de son silence en cette période de forte canicule où elle est prise à partie par cette population mécontente de son service. Mécontente car les robinets sont asséchés par endroits, l'eau peut fuir des jours durant et les plaintes se multiplient. Djibo, Dori, Wayouguia, Ouagadougou et bien d'autres localités sont touchées. Face à la presse donc ce jeudi, la nationale de l'eau reconnaît le problème et rassure que des efforts sont faits, d'autres en pour satisfaire les Burkinabés. On en sait plus avec la directrice régionale de l'ONEA Wayouguia, Filias Ouedraogo, que je vous propose d'entendre. L'ONEA couvre sur le plan national 58 localités que nous appelons centres ONEA. La plupart de ces centres ONEA connaissent des déficits dans l'approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, notre capacité de production journalière est de 462 025 mètres cubes avec une production moyenne journalière de 349 742 mètres cubes. Le déficit est d'environ 51 568 mètres cubes, correspondant au cumul des besoins des centres déficitaires. En ce qui concerne les causes de la non-disponibilité de l'eau 24 heures sur 24, elles sont essentiellement liées aux capacités de production et de distribution insuffisantes. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'ONEA fait pour y remédier? Mesdames et messieurs, les principales actions identifiées à court terme se résument comme suit. D'abord, pour le renforcement de la production et la distribution. Ensuite, les extensions des réseaux d'adduction et de distribution. Et enfin, la réalisation des travaux de branchement et de bornes fontaines. En ce qui concerne le renforcement de la production et de la distribution, il est prévu d'augmenter la capacité de pompage des stations de Ouagadougou, Koudougou, Dori, Kaya et le raccordement de 43 forages dans plus de 20 centres. Pour ce qui concerne les extensions des réseaux d'adduction et de distribution, des travaux de pose de conduite de différents diamètres sont programmés. À long terme, des projets structurants sont programmés. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information, mais en attendant, sachez que les 2 camions-citernes qui reliaient Kaya à Dori, introuvables depuis ce 17 avril, les travailleurs de Nantou Mining coincés dans la mine souterraine depuis ce week-end sont autant de sujets qui ont alimenté le traditionnel Conseil des ministres ce mercredi. Comme il fallait s'y attendre, les folles rumeurs sur le risque de rupture de stock du carburant étaient en pôle position à cette rencontre. Là-dessus, vous le savez, pénurie de carburant rime la plupart du temps avec opportunité d'affaires pour certains commerçants qui ne manquent pas de s'approvisionner massivement dans les stations pour faire des bénéfices en revendant le carburant à des prix hors de portée. Ces pratiques doivent cesser et le gouvernement y veille. Une enquête est en cours en vue de réprimer ceux qui se sont adonnés à la spéculation, a annoncé hier le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall. On fait le point avec Benjamin Kwame. Ils étaient des dizaines, voire des milliers de personnes à prendre d'assaut les stations d'essence pour s'approvisionner en Super 91 ou en gasoil. Après la fulgurante information qualifiée de rumeur lancée sur les réseaux sociaux ce 19 avril, faisant état de pénurie de carburant. Les autorités en charge de la gestion des hydrocarbures ont tenté de démentir cette information, mais pas assez dissuasive. Le gouvernement le réitère, le Burkina Faso a suffisamment de stocks de carburant pour desservir tout le pays. On a la malchance, si je peux dire ainsi, d'être dans une situation où
nos concitoyens ne croient pas beaucoup aux paroles de leurs dirigeants. Ce qui fait que malgré les appels au calme, malgré les assurances et les réassurances, il y a une sorte de psychose qui entraîne des demandes massives de carburant. Les dépôts sont suffisants pour faire face à la demande nationale et c'est le rôle du gouvernement de veiller à ce que le pays soit approvisionné et nous entendons l'assumer. Le gouvernement s'assume et indique faire mieux que certains pays dans la vente du carburant. On a des pays voisins côtiers, et notamment un particulier pour lequel la différence de prix du diesel fait 321 francs. Ça veut dire que le diesel burkinabé est moins cher que le diesel de ces pays de 321 francs CFA. En se ruant massivement dans ces stations avec les autres ustensiles pour acheter et conserver le carburant, indirectement, c'est le fossé de la pénurie qui est encore en train de s'élargir. Il faut que cela s'arrête, lance Abdoulaye Tall. Le gouvernement condamne ainsi ceux qui profitent de cette situation pour en créer des marchés spontanés et doubler les prix. Ils seront réprimés. Quand nous sommes frappés donc par une crise humanitaire assez profonde et que des personnes veuillent bien s'adonner à de telles spéculations pour mettre encore en difficulté la population burkinabé, je pense que ces actes-là sont unanimement condamnables, que ce soit par le gouvernement ou que ce soit par les citoyens burkinabés. Effectivement, il y a des interdictions, notamment au niveau des stations d'essence, de servir les stations d'essence dans certains contenants. Et donc, ça veut dire que le ministère du Commerce est ici interpellé, que le ministère de l'Administration territoriale également est interpellé. Il va falloir justement prendre des mesures, voire prendre des actes qui vont permettre justement à certaines personnes d'arrêter de telles pratiques pour justement mettre la population burkinabé dans des situations assez compliquées, assez complexes. Une coordination est en cours avec les différents ministères concernés afin d'appréhender les différents responsables pour qu'ils répondent devant la loi. Et Lionel Bilgo de lancer cet appel à la responsabilité commune. Le Burkina est en face de beaucoup de défis. Défis sécuritaires, défis humanitaires. Il ne faut pas que l'acte isolé de certains individus en quête d'argent ou en quête de rentabilité extrême mette encore davantage d'autres Burkinabés dans des situations compliquées. Même dans le domaine des denrées alimentaires, il y a certains qui stockent encore des denrées alimentaires, qui entendent une inflation des prix des denrées alimentaires pour ensuite revendre leurs denrées alimentaires. Et ça, je pense que unanimement, l'ensemble des Burkinabés doivent condamner ce genre de pratiques-là. Concernant les chauffeurs des camions-citernes qui reliaient Kaya-Dori et introuvables depuis le 17 avril dernier, le porte-parole du gouvernement fait entendre qu'une enquête est en cours pour découvrir les véritables faits, mais évoque aussi l'indiscipline de certains conducteurs. C'est encore trop tôt parce que la question a été soulevée en Conseil des ministres. Le ministre de l'administration territoriale est en train de mener une enquête pour comprendre effectivement d'où est partie cette citerne, pourquoi a-t-elle pris cette route-là, dans ces conditions-là, etc. Donc nous allons voir. Il y a des circuits sécurisés ou des convois groupés, escortés par les forces de l'ordre. Mais vous allez trouver des individus qui vont sortir justement de ces canaux-là. Et on ne peut pas tout maîtriser. Le réseau routier burkinabé est vaste. Une forte pluie est tombée sur la ligne de Perkoa dans le centre-ouest le samedi dernier. Depuis lors, 8 personnes, dont un Tanzanien et un Zimbabwéen, sont coincées dans la mine. Le gouvernement annonce que tout est mis en œuvre avec plusieurs forces d'ici et d'ailleurs, avec les matériels adéquats pour retrouver ces hommes. Vous qui êtes usager de la route, vous avez très certainement constaté la présence de femmes, enfants et même souvent des hommes à côté des feux de signalisation en train de mendier. Sans même réfléchir, des fois on attribue le phénomène aux déplacés internes. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas toujours le cas. À Bobo-Dioulasso, par exemple, il s'agit la plupart du temps de personnes démunies venant du Niger à la recherche de meilleures conditions de vie. Wahab Nanema, Aïchata Bléyan et Soto Justin Dabiré nous emmènent dans l'univers de cette mendicité d'un autre genre. Regardez. Un enfant endormi sur un terre-plein, un autre âgé à peine de 4 ans. Nous sommes au feu, situé au niveau du pont d'Akaville, sur l'avenue de la Révolution. Depuis plusieurs semaines, les usagers de cette avenue et de bien d'autres artères de la ville de Bobo-Dioulasso sont confrontés à une réalité. Des enfants qui accostent des usagers de la route pour mendier malgré le risque d'accident. En cas d'accident, qui va prendre la responsabilité? Peut-être, c'est l'État même qui peut voir ce cas-là. Sinon, nous, on ne peut rien dire dans ça. Mais c'est l'État même qui peut voir ça.
Normalement, la fois dernière même, la semaine passée, j'ai vu un accident vers au rond-point de Nation là. Je vois que bon, vraiment, le cas était tellement... Bon, l'enfant même était tellement blessé. Bon, il y avait les policiers même qui étaient à côté. Moi-même, ce jour-là, j'ai intervenu. J'ai dit, bon, vraiment, cette cas-là, il faut que vous allez essayer de voir vraiment comment ça peut se passer. Sinon, je ne sais pas, je voulais avoir. La particularité ici, c'est que la plupart de ces femmes viennent du Niger. Elles ne parlent d'ailleurs que le Haoussa, une des langues du Niger. Cette femme, qui dit avoir 7 enfants, a quitté son pays à cause de la situation précaire de sa famille. Son mari serait handicapé moteur, incapable de travailler. Alors, c'est elle qui s'occupe de la famille par la mendicité et elle a choisi Bobo Dioulasso comme destination. C'est la famine qui nous a conduits ici. Nous avons besoin d'aide, de nourriture et de quelques pagnes pour nous, nos enfants. Nous demandons sincèrement de l'aide. Cela fait 20 ans que je suis mariée. J'ai 7 enfants. Mon mari, quant à lui, est malade il y a déjà 10 ans. Il n'arrive pas à travailler. Je ne peux pas le quitter, car il est toujours mon mari. Il ne m'a pas encore dit de partir. Nous avons déjà des enfants ensemble. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Cette femme et ses enfants viennent aussi du Niger. Elle est veuve depuis 2 ans. Seule à se battre pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle a décidé de venir, dit-elle, se chercher dans la ville de Bobo Dioulasso. Je n'ai pas de mari. C'est moi qui dois m'occuper des enfants et les nourrir. Cela fait 2 ans que mon mari est décédé. C'est moi qui dois tout faire pour ma famille. Même à la maison, c'est moi qui les nourris. Mon mari n'est plus. C'est pour cela que je suis là. C'est mon seul problème. Sinon, il n'y a rien d'autre. On a besoin d'aide pour manger et un peu d'argent. Si vous nous donnez cela, on ira commencer un travail digne. C'est à de décider. Sinon, ce n'est pas intéressant comme ça. Ça donne pas une belle image. Ils sont bien portants physiquement. On aurait dû les caser pour des formations professionnelles comme ça. Ça fait vraiment bizarre. Donc, on essaie de les aider comme on peut. Si on a quelque chose, on peut leur donner et bon. Si le phénomène de la mendicité à Bobo Dioulasso a pris de l'ampleur depuis plusieurs années, il s'est encore exacerbé avec la crise sécuritaire dans la sous-région, occasionnant une forte présence des personnes déplacées internes dans les grandes villes et surtout ces femmes nigériennes obligées de prendre tous les risques possibles pour avoir de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants. En mode religion, à présent, et nous parlons du concours de mémorisation du Coran, édition 2022 du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, qui a livré son vainqueur ce 17 avril. Abdallah Sanfo, c'est celui-là même qui aura su rendre le mieux différents chapitres du Coran, consacré donc vainqueur de cette 33e édition. Il repart avec une moto et divers autres cadeaux. Témoin de l'événement, Thomas Koukayawo nous en parle avec la voix de Soto Justin Ndabiri. Abdallah Sanfo est le vainqueur de la 33e édition du concours de mémorisation du Coran. Organisé par le Centre d'études, de recherche et de la formation islamique, ce concours poursuit l'un des objectifs de CERFI qui est de faire vivre aux croyants musulmans sa foi de façon libre. Bon, dans un esprit de fraternité, voilà, pour permettre à nos frères et sœurs qui apprennent le Coran de pouvoir vraiment compétir, voilà, de montrer leur savoir-faire. Donc c'est cet esprit-là qui a animé le CERFI depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Nous remercions du passage tous les aînés qui ont eu l'idée, l'inspiration de créer ce concours. Le concours a été organisé en 3 niveaux. Le niveau 1 qui consiste à la mémorisation du Coran du chapitre 1 au chapitre 114, le niveau 2 de la sourate Kaf, chapitre 18 au chapitre 114 et le niveau 3 de la sourate Ankabou, chapitre 29 au chapitre 114. Cette année, vraiment, alhamdulillah, nous remercions Dieu. C'est vrai que si vous avez vu, les primes au niveau nature n'étaient pas du tout ce que nous voulons, mais le secrétariat a grouillé pour rehausser vraiment le niveau des primes, de telle sorte que cette année, pratiquement tous les primes ont augmenté d'au moins 5 000 francs. De telle sorte que le dernier, celui qui part avec la plus petite somme, part avec 15 000 francs. Ensuite, le niveau
ceux qui ont gagné les trois primés, par exemple, du niveau 1, on a augmenté aussi les primes de 25 000 chacun. Ça veut dire habituellement, le premier recevait 75 000. Il a reçu les 100 000 plus sa moto. Le deuxième, au lieu de 150 000, il reçoit 175 000. Et le troisième, au lieu de 125 000, il a reçu 150 000. Ça, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Pour le lauréat du jour, c'est une fierté pour lui d'avoir remporté ce concours. Et il ne manque pas de remercier le bon Dieu qui a permis cela. Pipi. Tout d'abord, je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Je lui demande de multiplier cette grâce. Je demande à Dieu de continuer à m'aider à être fidèle davantage au Coran. Vraiment, je suis très content et je remercie Dieu. 80 candidats inscrits au départ, c'est une trentaine qui est parvenue à la phase finale, dont 10 par niveau. Il faut noter que le niveau 1 et le niveau 2 concernent les jeunes de 8 à 25 ans, le niveau 3, les jeunes de 7 à 20 ans. Plus de 1 200 000 francs CFA ont été mobilisés pour l'organisation de cette 33e édition. Dans un tout autre registre, 45 maintenanciers issus des 13 régions du Burkina Faso viennent de recevoir des kits d'outils de réparation d'équipements agricoles. Un don de la part du ministère en charge de l'agriculture qui intervient après 2 semaines de formation de ses bénéficiaires. Le geste entre dans le cadre de la modernisation de l'agriculture burkinabé. Justin Amonto, reportage. Après une formation de 2 semaines en réparation d'équipements agricoles, 45 maintenanciers issus des 13 régions du Burkina reçoivent des mains du ministre en charge de l'agriculture des équipements contenant 120 outils de travail. Un geste qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'agriculture au Burkina Faso. Dans le domaine des équipements agricoles, des tracteurs, c'est autre chose. C'est pas forcément un tracteur, n'est pas forcément une voiture ou une moto. Donc il y a des spécificités. Donc c'est pour ça qu'il était important de renforcer les capacités avant de leur donner en fait ces équipements-là. Quant au choix des bénéficiaires, un ciblage basé sur la compétence a été fait pour permettre un renforcement de capacité dans la réparation des équipements agricoles. Selon le représentant des bénéficiaires, ces kits sont d'une grande importance. Les kits-là vont nous permettre réellement d'être efficaces quand on va intervenir sur un moteur. Quand quelqu'un même arrive à te former, c'est déjà quelque chose. Et en plus de la formation, la personne te donne des outils. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous, et nous et nos camarades. Estimés à environ 25 millions de francs CFA, ces kits de maintenance vont favoriser une réparation de proximité des équipements agricoles comme des tracteurs ou des motoculteurs, entre autres. Ces bénéficiaires s'engagent à mettre en pratique leurs expertises afin d'aider plusieurs producteurs burkinabés. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, le nouveau ancien Premier ministre ne perd pas de temps. Aussitôt nommé, on connaît déjà son équipe gouvernementale. Une équipe resserrée de 32 ministres contre 40 de l'ex-exécutif pour tenir compte de la réduction du train de vie de l'État qui suscite au sein de la classe politique et de la société civile des espoirs, même si l'opposition politique qui met le doigt sur des chantiers en souffrance, attend d'apprécier le nouveau gouvernement à l'œuvre. On voit tout cela avec Abdourazak Traoré. Aussitôt reconduit, Patrick Hachi forme son gouvernement moins de 24 heures après. Comme promis, c'est une équipe de 32 ministres contre une quarantaine dans la précédente qui se veut plus resserrée pour tenir compte de la nécessité de réduction du train de vie de l'État, selon le chef de l'État lui-même. Dans le fond, pas de bouleversement, presque tous les ministres gardent leur portefeuille. Des nominations qui ne laissent pas indifférents les Ivoiriens. Elle semble susciter des espoirs, car déjà depuis la veille à l'annonce de la reconduction du Premier ministre, les réactions étaient positives, même au sein de l'opposition politique. Bon, on se posait la question de savoir qui allait donc succéder à M. Patrick Hachi à la primature. Là aussi, le suspense est levé, il sera reconduit d'après le président de la République, et je crois que ce n'est que mérité, parce qu'il a fait du bon travail. C'est un satisfait. Nous sommes contents, nous sommes tous contents ici à Msokoro. Le président Alassane Ouattara a démontré à toute la nation qu'il était un chef d'État. Et ce que nous venons d'entendre aujourd'hui nous encore plus
dans la mesure où il a reconduit notre Premier ministre. L'autre parti de l'opposition politique attend d'apprécier le gouvernement à l'œuvre. Oui, et puis en tant que citoyen, je peux dire ceci. Les poches de sang, dans la réalité, ne sont pas toujours à 3 000 francs. Les routes, dans la réalité, ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on veut bien le dire. À l'université, il y a d'énormes difficultés. Voilà. La cherté de la vie, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité, les gens en souffrent. Alors, ici, on a assisté à une profession de foi, à une déclaration sur des projets, sur une volonté de faire bien les choses. Et vraiment, c'est déjà une très très bonne chose. Et moi, je m'en félicite. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas que un affichage, que une déclaration, mais que dans les actes, il y aura vraiment quelque chose de fait pour la population. C'est ce que j'espère. L'autre fait salué par les élus, c'est la nomination de Timoko Kone au poste de vice-président de la République. Un poste vacant depuis près de 2 ans maintenant, suite à la démission de Daniel Kablan Duncan. L'actualité internationale ce jeudi, c'est également l'ultime débat qui a opposé hier mercredi Marine Le Pen au président sortant Emmanuel Macron. Près de 3 heures de débat pour convaincre ceux qui sont encore indécis. Les 2 candidats au second tour de la présidentielle française ont exposé de nouveau leur programme. Pas de grande place pour l'Afrique. L'on retiendra tout de même que les 2 prétendants à l'Élysée ont chacun sa vision pour l'Alliance France-Afrique. 2 programmes aux antipodes que nous découvrons avec nos confrères d'Africa News. J-3 avant le second tour de la présidentielle française, il opposera Marine Le Pen, chef du Rassemblement national, au président sortant Emmanuel Macron. Les 2 candidats se sont affrontés ce mercredi soir lors d'un ultime débat, l'occasion d'exposer à nouveau leur programme, autant d'idées et de promesses qu'ils ont portées tout au long d'une campagne électorale au cours de laquelle l'Afrique n'aura pas particulièrement été évoquée. Sur la question, chacun des 2 candidats met quand même en avant plusieurs propositions. Emmanuel Macron, qui défend notamment une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, assure vouloir, s'il est élu, appliquer la feuille de route tracée lors du sommet Union africaine-Union européenne en février dernier. Éradiquer aussi les conséquences à long terme de la colonisation. Le président sortant, qui en 2017 déjà disait faire du français la première langue d'Afrique et du monde, entend également poursuivre dans sa dynamique d'expansion de la francophonie. Enfin, le 4e point de son agenda soutient une réponse juste et solide à la crise de la Covid-19 en Afrique. Si Marine Le Pen, elle, veut créer une union francophone qui servirait une politique de co-développement et de respect avec l'Afrique francophone, la leader du Rassemblement national aborde surtout le continent sous le prisme de l'immigration, dont elle veut un meilleur contrôle, avec notamment des aides et visas réduits, la fin du droit du sol, la suppression du regroupement familial, la limitation du droit d'asile et le durcissement de l'accès à la nationalité française. Marine Le Pen défend aussi une actualisation radicale des opérations extérieures en Afrique. Concernant l'Afrique, les programmes des 2 candidats sont donc aux antipodes, tout comme l'importance qu'ils accordent au travail de mémoire, avec l'Algérie notamment. Quand Emmanuel Macron dit vouloir un parcours de reconnaissance, Marine Le Pen affirme, elle, refuser de se flageller. Voilà, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de votre fidélité renouvelée à la chaîne au cœur de nos défis. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour autre point de l'actualité. En attendant, ne zappez pas, l'information revient en français à 19h30 avec Kwame Hervé Dapa et à 20h10 en langue nationale mourée avec Eric Soudré. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.